Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Il s'invite dans nos vies quand on s'y attend le moins. Composante essentielle de notre existence, ou plutôt intrus dont on se passerait volontiers. Éliminé, aseptisé, le deuil n'occupe plus dans nos vies la place qu'il occupait antérieurement. J'en discute cette semaine avec mon invité, Dr Marie-Frédérique Allard, psychiatre. Bonne écoute. Marie-Frédérique, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci de te prêter à l'exercice du balado pour la 3e fois. Oui, merci de m'inviter, Jean-Pierre, c'est toujours un plaisir. Ça fait des discussions fort intéressantes pour moi, en tout cas, parce que c'est moi aussi. un domaine que je connais moins. Donc, la reine Élisabeth II est décédée le 8 septembre 2022, puis ça a suscité l'intérêt de faire un épisode sur le deuil, parce que dans le cas du décès de la reine Élisabeth, on avait vraiment deux composantes. Là, on avait le deuil d'une famille qui doit vivre son deuil publiquement. Donc déjà, ça, il y a une composante de deuil sur 2 volets. Il y avait un deuil national. Oui. Puis il y avait même un deuil, je dirais, international. Même il y a peu de personnes même qui s'opposent à la monarchie qui ont osé même émettre des commentaires négatifs. Donc, je trouvais que ça soulevait plusieurs questions intéressantes. Oui. Puis on en a parlé il y a quelques semaines en prévoyant le balado, puis on s'était fait la réflexion que même la nature du deuil, puis le fait que puis tu m'avais dit un peu la même chose. On finit par en garder parfois des bons souvenirs, là, des événements entourant le décès de nos proches. Donc, on part de là, donc puis on pourra revenir sur nos épisodes ou nos histoires personnelles peut-être un peu plus tard. Dis-moi, comme première question, j'aurais envie de te demander, dans notre société d'aujourd'hui, on a un peu stérilisé ou atrophié la mort, le décès, le deuil. Oui. À l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, les gens veillaient les morts dans les maisons. Ça durait peut-être une semaine. Je ne sais pas si les hommes le faisaient, mais je pense que les femmes allaient souvent s'habiller en noir là, pendant. Il y avait le deuil de, je pense, 1 an. Là, puis souvent, on a tendance à penser aussi qu'un deuil normal, ça dure 1 an. Je ne sais pas si... Oui, c'est tout à fait ça. C'est dans les critères, je voudrais dire. Dans les critères, là. Et toi, dans ton travail, je me demandais quel regard tu portes sur cette approche, je dirais, un peu plus stérile là, de la mort, du décès. Bien, tout d'abord, tu sais, le deuil en latin veut dire dolus. Ça vient de dolus, qui veut dire douleur. C'est inhérent. Tu sais, la douleur est inhérente au deuil. Puis c'est pas... Je pense que nous, moi comme psychiatre, tu sais, la majorité des gens, c'est pas médicalisé. Hein? Le deuil, c'est un processus qui est normal, qui fait partie de la vie. T'sais. Puis, moi, j'ai toujours pensé, ça c'est un peu mon opinion personnelle, mais aussi, je pense qu'on le voit, c'est quand même assez, tu sais, il y a beaucoup de cultures, on a chacun nos rites entourant le deuil, puis qui ont été, dans les dernières années au Québec, moi je pense qu'au Québec, un peu
de moins en moins présent. C'est de moins en moins long, puis on passe à d'autres choses. Puis pourtant, ça a son importance de faire ce processus-là, pour plein de raisons. Hein, des fois, j'étais allée au salon funéraire il n'y a pas super longtemps, puis c'est comme un moment où on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qu'on se partage des souvenirs de la personne qui est décédée, qu'on peut serrer dans nos bras, là. Je veux dire, on revient de recommencer, mais qu'on pouvait apporter un réconfort, montrer notre présence. Moi, je crois que ça a son importance, puis que avec la pandémie, ça a été catastrophique. Les deuils des gens ne peuvent pas et ne sont pas faits. T'sais, on n'a pas pu accompagner nos gens dans la mort, des personnes qu'on aimait, parce qu'on ne pouvait pas des fois rentrer dans les hôpitaux. Puis ça, à mon avis, ça a été... C'est incroyable, là. C'est une catastrophe, là. Et puis ensuite, tout ce qui est funérailles, ça a été reporté, c'était limité, on ne pouvait pas se toucher. Fait que ça va certainement compliquer le deuil des gens. En tout cas, je pense moi j'en ai vu là, dans des gens qui m'ont consulté que ça faisait partie des difficultés. Des problèmes. Ouais. Fait que le rituel entourant la mort d'une personne qu'on aime est importante. Qu'on se rappelle, qu'on ait des bons souvenirs ensemble, qu'on voit des gens qu'on aime, qu'on sente que les gens viennent pour nous. Ça fait partie d'un processus qui peut amener au rétablissement, là, à se remettre d'un deuil. Ouais. Parce qu'avec la pandémie, on l'a vu, là, parfois les gens décédaient, puis il ne se passait rien. Là. C'était remis comme à 6 mois plus tard, 12 mois plus tard. Puis on ne pouvait pas voir personne, tu vois. Moi, je pense qu'aussi ce qui a été catastrophique, c'est quand les gens, leurs proches sont morts seuls. Tout à fait. Qui n'ont pas pu les accompagner, qui n'ont pas pu être là, qui ont... une mort par Facebook ou FaceTime, c'est pas comme être dans la chambre et tenir la main de la personne, là, c'est loin. Puis, personnellement, moi, j'ai vécu la mort de mon père où j'étais dans sa chambre avec lui, avec ma famille. Ça a certainement contribué au fait que ça nous a beaucoup aidé dans notre processus de deuil. Oui, c'est ça, effectivement. Mais même aujourd'hui, le fait que ce soit plus court, hein? Oui. Même souvent, la cérémonie, il va y avoir une seule période de rencontre avec les proches. Oui, des fois c'est 2 heures, 1 heure. On fait la cérémonie puis on s'en va chez nous. Hein. Parfois, c'est la semaine, donc les gens vont moins manquer de travail pour ça. Donc, c'est comme si on voulait passer plus rapidement à autre chose. À autre chose. Puis pourtant, ça fait partie... Le deuil fait partie de la vie. Puis la mort, ça reste quelque chose de tragique. Pourtant, c'est la seule certitude qu'on a sur la Terre, c'est qu'on est puis qu'on va mourir. On sait juste pas quand puis comment. Ça, puis payer de l'impôt. Puis payer de l'impôt. Ben, il y avait un article dans la presse ce matin qui parlait que c'est pas tout le monde qui paye de l'impôt. Là, mais... Non. Mais disons que c'est la dernière chose que l'on fait à son décès. Oui, exact. Oui. Dis-moi, mais le risque de ne pas vivre ce deuil-là, disons, pour une personne, il y en a qui le font par choix, on dirait. Il y en a qui veulent évacuer ça, mais ou qui n'en ont pas l'occasion. Les enjeux, c'est de garder que ça se prolonge, que ça devienne pathologique, que ça débouche sur une dépression, c'est quoi? Oui, en fait, il y a... Tu sais, ce qu'on dit, c'est qu'à peu près 10 à 20% des gens pour qui le deuil va entraîner un dysfonctionnement, tu sais, qui va devenir soit pathologique ou compliqué. Il y a on a comme deux caractéristiques. En fait, le deuil pathologique ou prolongé ou compliqué dans le DSM, c'est encore à l'étude, mais il y a des critères qui ont été élaborés. Fait mais il y a ce qu'on pourrait dire dans le deuil complexe, ça pourrait être... il y a des critères qui ont été proposés que je pourrais te lire. C'est que, une personne a vécu la mort d'un proche, puis que c'est dans au moins 12 mois. Fait que ça se développe en général pour les adultes après 12 mois. Puis chez les enfants, c'est plus court, on parle de 6 mois. OK. Puis, depuis le décès, au moins un des symptômes a persisté au niveau clinique significatif. Donc, ça va être quelque chose qui va être important, mais qui va entraîner aussi un des critères, là, qui va entraîner une détresse cliniquement significative. Donc, la personne devient fonctionnelle ou est plus capable de remplir ses obligations. Fait qu'on parle de symptômes comme la difficulté marquée à accepter la mort. T'sais, on peut avoir une difficulté à accepter la mort, et c'est une difficulté marquée.
se sentir comme choqué, abasourdi, un peu être comme engourdi par la perte. Des difficultés à se remémorer positivement la personne. Okay. Il peut avoir aussi des sentiments de colère, d'amertume, une évaluation inadaptée de soi-même. Donc, on a beaucoup de culpabilité, on va s'auto-accuser par rapport à la mort. Il va y avoir aussi un évitement de la personne, de ce qui entoure la mort. Il va y avoir aussi un désir de mourir. Fait que les gens peuvent devenir suicidaires, difficulté à se faire confiance, des sentiments de solitude, une confusion par rapport à son rôle, des difficultés ou des réticences à poursuivre ses intérêts. Fait qu'on voit, il y a pas mal de critères. Des critères qui peuvent être normaux au début, mais qui vont perdurer au-delà d'un an puis qui vont entraîner un dysfonctionnement. Ça peut être un deuil complexe. Il y a aussi, quand on parle d'un deuil compliqué, c'est que ça va exacerber, mettons, une condition physique ou psychologique qu'on avait déjà. Fait que ça pourrait exacerber un diabète, une maladie physique, là, puis ça pourrait évidemment exacerber une condition psychiatrique, là, de l'anxiété, de la détresse. Ça pourrait, quelqu'un qui a une maladie bipolaire, reprécipiter dans un épisode de manie aussi, hein, pas juste de dépression, mais de manie aussi. Puis pourquoi le critère de 1 an, ça me semble un peu... C'est pour passer les anniversaires ou c'est quoi? Tous les anniversaires marquants? Je pense que oui. Puis je pense que... Moi, je pense que il y a des gens, des fois, qui nous demandent est-ce que c'est normal, après 1 an, j'ai encore de la peine et tout ça. Je pense que oui, c'est normal, parce que les anniversaires, le premier Noël, premier anniversaire de décès, sont quand même significatifs, puis peuvent réactiver le deuil ou le sentiment de perte. Fait qu'on se donne comme 1 année pour se faire ce processus-là. Moi, j'avais trouvé, quand mes parents sont décédés, qu'on y pense à tous les jours. Oui. Pendant à peu près 1 an. Justement. 1 an. Puis après ça se passe. Puis après un certain temps, on dit « Ah, donc j'y ai pas pensé de la semaine. » Oui. Comme là, on en parle, donc là, j'y pense, mais la première année, c'est à tous les jours. Oui. Et donc... Oui. Puis il y a beaucoup plus de choses qui nous rappellent la personne qui est décédée. On voit son mets préféré, un vin qu'elle aimait, une fleur, peu importe. Il y a plus de choses qui viennent nous rappeler. Ouais. Et on se disait aussi, lorsqu'on s'est parlé il y a quelques semaines, que paradoxalement, en même temps, ce sont de bons souvenirs. Donc, parce que ça me fait penser à, notamment, les gens pourront le trouver sur YouTube. Je ne sais pas si c'est une publicité ou le but du vidéo, mais c'est un homme qui feint son décès pour attirer ses enfants chez lui. Oui. Il envoie des cartes d'avis de décès à tous ses enfants, puis il prépare un souper. Puis c'était la seule façon de réunir tout le monde. Donc, dans le fond, le décès, c'est un peu ça aussi. Je pense que c'est l'endroit où on va revoir le plus de personnes, beaucoup plus que Pâques ou Noël ou quoi que ce soit. Là. Puis écoute, on en garde des souvenirs parce que la fatigue embarque un peu, puis souvent ensuite il y a des fous rires, il y a toutes sortes de choses qui font un peu partie de la vie, je dirais. Donc, c'est pour paradoxalement, moi j'en garde quand même, ça fait drôle, là, mais un bon souvenir. Là, ça fait partie des événements marquants de ma vie. Puis ça m'amène à... Pour les gens qui ont un intérêt aussi, il y a un balado actuellement qui est fait par Anderson Cooper, qui est un des chefs d'antenne de CNN, qui s'appelle All There Is. Les gens pourront le trouver sur les plateformes de balado. Puis lui, c'est un balado sur le deuil. Puis il raconte son cheminement à travers le décès de sa mère. Lui avait perdu son père relativement jeune, avait perdu son frère d'un suicide. Puis donc, il rencontre il fait des entrevues avec des gens là, qui ont vécu le deuil. Puis il fait une entrevue notamment avec un comédien américain qui s'appelle Stephen Colbert, si je le mentionne bien. Puis le comédien ou l'humoriste lui-même, il dit qu'il exprime de la gratitude pour ces décès-là. C'est comme une espèce de mécanisme par lequel il dit ça fait partie de ma vie, là, puis il faut que je l'accepte. Puis ce qui est très drôle aussi, c'est que il a maintenant l'âge que son père avait lorsque son père est mort. Son frère est mort très jeune, puis dans sa tête, ces gens-là n'ont jamais vieilli. Ouais. Ça fait toute une dynamique, mais tout ça pour dire finalement que
ça demeure quand même des souvenirs importants, puis il faut prendre le temps d'absorber ça. Là. Oui. Puis, je pense que la façon dont la personne décède aussi va avoir un impact majeur dans la façon dont le deuil va se faire. C'est une mort tragique, soudaine, violente, c'est très différent que quand on dit le deuil anticipé, quand on sait qu'un de nos proches est atteint d'une maladie qui est incurable, puis qu'on a le temps d'apprivoiser son départ ou de préparer son départ, de se dire les choses, ça peut favoriser que le deuil va mieux se passer. Tout à fait. Puis il y a des étapes, hein, on sait, il y a des étapes dans le deuil qui ont été décrites par différents auteurs. Tu sais, je pense qu'une des plus célèbres, là, c'est Elisabeth Kubler-Ross, qui a décrit, 5 étapes. Elle disait, il y a le premier moment, c'est le déni. C'est comme le déni ou le choc. C'est quand on annonce la perte, on annonce le deuil, puis que là, on n'en revient pas, on n'arrive pas à y croire. Il y a aussi, après ça, il peut venir, en fait, c'est 5 étapes, mais qui peuvent se chevaucher, on peut revenir en arrière. On n'est pas obligé de toutes les faire non plus pour qu'on réussir, je demande guillemets, son deuil. Mais il peut y avoir la colère aussi, qu'on dit pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est face à la perte, là, puis d'être vraiment en colère. On peut aussi, il y a une étape qui s'appelle le marchandage, où on va essayer de dire, de marchander un peu pour faire amener la personne, si je suis plus gentille, si je fais telle affaire, est-ce qu'elle pourrait revenir? Puis, ça va nous amener vers une phase plus dépressive, où là, on va sentir la perte, puis on va réaliser la perte. Puis là, il va y avoir un cheminement qui peut nous amener vers une espèce de phase d'acceptation, mais aussi de reconstruction par la suite. C'est comment on va vivre sans la personne aimée, là. Comment on va se réorganiser. Il y avait Bowlby, qui est aussi un auteur très connu. Lui, ça revient un peu au même. Il parlait d'engourdissement, torpeur, ensuite de recherche de la personne perdue, de désorganisation puis de désespoir pour amener vers une réorganisation. Mais on comprend que c'est pas tout le monde qui va arriver à la réorganisation. Hein. Il y a des gens qui vont rester dans certaines étapes de deuil, soit de la colère, soit de désespoir. Il y en a même dans le déni. Puis que là, ça peut engendrer soit un deuil compliqué ou un deuil pathologique. Là. Avec soit une dépression, un trouble anxieux ou les caractéristiques là, du deuil complexe qu'on parlait tout à l'heure. La composante principale du deuil, on dirait que c'est la tristesse ou... il y a de la tristesse, il peut y avoir de la culpabilité. Je pense que le manque... Du contexte. Je pense que ça dépend du contexte. Le manque aussi de la personne, de sentir l'absence de sa présence. Il faut aussi savoir que d'avoir des hallucinations visuelles ou auditives dans une phase du deuil, ça peut être normal. De voir la personne aimée, dans notre chambre ou d'avoir l'impression qu'elle est là ou même de l'entendre, ça peut faire partie d'un deuil normal. Là. C'est pas nécessairement que vous êtes en psychose. Ça peut faire partie du deuil. On avait eu, nous, un deuil tragique de ma nièce qui est décédée subitement là, d'un suicide. Puis, je me rappelle, ma belle-mère m'avait dit, il y a une nuit, j'étais sûre qu'elle était dans ma chambre, puis elle m'a dit, inquiète-toi pas, je suis bien. Puis, pour ma belle-mère, ça l'a beaucoup aidé à accepter la mort de sa petite fille. Là. Puis elle me disait, je suis pas folle. Je disais, mais non, t'es pas folle. Pas du tout. Là, ça peut faire partie du deuil normal. Quelqu'un qui perd un être cher puis qui ne démontre aucune émotion, qui semble passer par-dessus ça sans enjeu, là, donc c'est quelque chose qui, toi, comme psychiatre, t'inquiéterait ou... Tu dirais que c'est juste quelqu'un qui cache ses émotions? Oui, je pense que ça dépend de la personnalité aussi, peut-être du cheminement qui a été fait avant. On parlait du deuil anticipé, hein, des fois on peut quand même, mais je vous dirais que c'est probablement que ça m'inquiéterait. Si un de mes proches, on perdait quelqu'un d'important, puis a fait comme si ça n'a jamais expiré, je me suis dit, parce qu'il y a des deuils qui ressurgissent plus tard, 1 an, 2 ans, après le décès de la personne. C'est comme les gens peuvent se lancer dans des activités plus dans l'action pour essayer d'éviter de toucher de la souffrance, puis que ça revient plus tard. Mais je pense que ça finit par nous rattraper. En tout cas, souvent, ça finit par nous rattraper. Il y a également des contextes de décès qui sont un peu des soulagements là, pour les proches. Oui. Là. Soit des personnes très âgées ou parfois des personnes plus jeunes qui ont des conditions
très malade, très souffrant aussi. Oui. Puis, j'imagine que là, il peut y avoir une certaine culpabilité là, liée au fait de se sentir soulagé. Oui. Oui. Je pense qu'on en entend des gens comme ça qui me disent, mais j'avais hâte que ma mère ou mon père meure parce qu'ils souffraient beaucoup, mais en même temps, pourquoi j'avais cette envie-là? J'avais oui, je pense qu'il y avait une culpabilité. C'est drôle parce que l'aide médicale à mourir pourrait aider à peut-être à déculpabiliser des gens parce qu'on a ouvert la discussion sur de mourir dans la dignité, puis qu'on soit même plus proactif dans la mort au lieu d'attendre que la personne décède dans la souffrance. Fait que je me dis, le fait qu'il y ait eu cette ouverture-là dans notre société, peut-être que ça va aider à déculpabiliser les gens d'être soulagé que la personne décède quand on voit quelqu'un souffrir. Là. Puis que ça soit une souffrance morale ou une souffrance physique. Là. Il y a pas très longtemps, j'ai vécu le deuil d'un de mes patients. C'est un patient qui avait été très, très malade, qui avait été hospitalisé là, plus qu'une 20aine de fois. Puis finalement, on pense qu'il est redevenu en psychose, puis il y a eu un accident de voiture, puis il est décédé. Puis les parents, c'est une famille qui avait fait beaucoup de chemin avec leur fils. Okay. Puis ils ont fait une interview dès qu'il a paru dans notre journal local. C'était très beau comment, c'était un peu... il disait, notre fils a été très courageux, puis c'est vrai que c'est un homme très courageux, il avait réussi à surmonter, mais c'était un démon qui combattait, puis il disait, là, il est délivré de ces démons. C'est vraiment très, très beau comme témoignage là, pour une famille. Mais c'est des gens qui avaient cheminé aussi dans la maladie de leur fils, avec leur fils. OK. Est-ce qu'on peut se préparer au deuil ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus fragiles, là, des gens peut-être qui disent cette personne-là... ça va être dur, ça le va deuil. Être difficile. Ouais. Moi, j'ai un de mes mentors que je salue, là, Dr. L'Espérance, qui m'a dit 2 phrases par rapport au deuil qui m'ont vraiment marqué puis que je dis encore 25 ans plus tard. Là. Première des choses, un amour mal vécu, un deuil mal résolu. Dans le sens que, quand on a une relation ambivalente avec la personne ou ambiguë où on n'a pas réglé nos affaires, le deuil peut être difficile parce que, justement, on n'a peut-être pas tout dit ce qu'on voulait dire à cette personne-là. On peut s'être laissé dans la chicane, puis dans le désaccord ou dans la colère. Fait que ça va être plus difficile de faire notre deuil. OK. Puis il me disait aussi, chaque choix implique un deuil, mais ça c'était plus au sens large. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un choix dans la vie, parce qu'on a toutes sortes de deuils dans la vie, là on parle de deuil d'une personne, mais on a des deuils de notre santé, on a des deuils de nos animaux, on a des deuils d'un emploi. On vit, le deuil fait partie de notre vie quotidienne. OK. Ben oui, tout à fait. Oui, mais mettons, si on revient à des gens qui ça va être plus difficile, si on a une fragilité, une maladie psychiatrique, oui, on peut être, parce que ça pourrait exacerber une condition qu'on a, notre propre fragilité, soit de dépression, de troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique aussi. Hein, si le décès est arrivé mettons dans un accident, puis on était présent, puis on a été témoin de ça, puis on a un état de stress post-traumatique, ben le deuil va être beaucoup plus difficile, là. Mm-hmm. Moi, je pense que tous les deuils, les morts par suicide, c'est très difficile pour les familles là, de revenir de ça, surtout quand c'est notre enfant, je pense. Puis ça doit être épouvantable. Oui. La mort d'un enfant, pour moi, moi, je pense, des fois, je me dis, là, ça me semble que c'est la seule affaire que je sais pas si je passerai au travers, que ma fille meure. Là. Mais je vois des gens bien courageux qui surmontent, là, mais ça doit être un deuil très difficile à faire. Là. J'avais eu à l'époque à Drummondville, les détails m'échappent, là, mais un patient qui avait été impliqué dans le décès de son fils, un décès accidentel, là, tout à fait accidentel, puis le monsieur-là était tombé malade plusieurs années plus tard, puis avait choisi de ne pas être traité. Par culpabilité? Oui, semble-t-il. Mais c'est une histoire qui m'a été racontée. Là, j'avais pas c'est pas un récit de vive voix, là, mais ça dénote quand même... ça, c'est encore une étape peut-être pire qu'un suicide. Là, comme les gens, là, c'est terrible. Et ça arrive... parfois, je trouve qu'on juge rapidement là, les gens qui oublient leurs enfants dans les voitures. Oui.
Et puis on porte un jugement. Moi, je dois dire que moi, ça m'est déjà arrivé une fois à Drummondville, là, parce que je n'allais jamais porter ma fille à la garderie. C'était tout le temps ma conjointe. Puis une journée, c'est moi. Ouais. Puis une fois qu'elle est installée dans l'auto, j'oublie, là. Ouais. Là, j'arrive à l'hôpital, puis je me lève les yeux, je regarde dans le miroir, puis là, je me rappelle, elle était toute petite, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, d'avoir oublié parce qu'on est préoccupé pour faire nos affaires. Non, ben en fait, même sans être préoccupé, c'était même pas une préoccupation, c'était plus une routine. Oui. C'était pas que j'étais préoccupé, je me rappelle, c'était juste routinier. Ouais. Moi, à partir du moment où je quittais vers l'hôpital, là, puis j'étais dans c'est comme si j'avais fermé un tiroir, puis j'en ouvrais un autre. T'en ouvrais un autre. Fait que, mais ça doit être impossible. Je peux pas. Quand on se sent responsable de la mort de nos enfants, j'ose même pas imaginer la douleur qu'on peut ressentir. Tout à l'heure, je t'ai amené sur le chemin de la tristesse, mais à savoir le sentiment le plus important, là, je comprends qu'il n'y en a pas vraiment, mais... je pense la tristesse. La tristesse. Oui, la tristesse. La particularité du deuil, je trouve, par rapport à d'autres situations émotionnelles dans notre vie, c'est que c'est comme... c'est correct de s'abandonner là-dedans. Oui. Là. Donc, dans un deuil, tu peux être aussi triste que tu veux. Oui. Là. Il y a peut-être un critère de durée, mais dans l'épisode aigu, tu as le droit d'être triste. Il y a plus ou moins de limites, là, alors que dans d'autres... Puis là, que ce soit de la colère, de la tristesse, quoi que ce soit, dans d'autres situations de la vie, là, on va être triste, puis parfois les gens vont dire, écoute, reviens-en. Reviens-en. On va être en colère, puis les gens vont dire, pourquoi tu te choques pour ça? Là? Mais dans le deuil, c'est un bord ouvert un peu. Hein? On peut s'en servir, puis on peut en reprendre. Puis j'aurais tendance à penser que ça fait partie du processus de laisser tout ça rentrer. Oui. Plutôt que d'essayer de fermer les portes trop rapidement. Oui. Mais, tu sais, quand on parlait tout à l'heure que, tu sais, justement, les funérailles, ça peut être un moment, justement, aussi, où on laisse aller notre peine, où on a le droit d'avoir de la peine. C'est ça. Mais s'il n'y a pas cette étape-là, je pense que ça pourrait inhiber ça, puis peut-être que ça peut... Moi, je pense que ça peut éventuellement compliquer. Tu sais, comme on parlait, tu sais, que la vie va de plus en plus vite, puis qu'il faudrait passer à d'autres choses. Bien, justement, j'ai l'impression que ça peut faire en sorte que si on n'a pas de place pour vivre notre peine, puis qu'on ne peut pas la laisser aller, bien que ça va faire en sorte peut-être qu'il y a plus de gens pour qui ça va se compliquer. Quand tu traites des patients, là, où tu vois des patients qui ont un deuil compliqué, là, je présume que ce que tu traites, ça va être finalement une composante dépressive. Ça va s'apparenter au traitement de la dépression ou ça peut être plus de l'anxiété ou d'autres... ça peut être les deux. Mais on voit beaucoup des gens qui développent des épisodes dépressifs caractérisés, mais on voit des gens aussi qui développent beaucoup d'anxiété. Je parlais aussi de l'état de stress post-traumatique là, qui peut aller avec le deuil. Puis, ce qu'on voit, moi personnellement, ce que j'ai vu, c'est aussi un deuil peut réactiver plein d'autres deuils. OK. Donc ça, puis c'est souvent ça qui va faire en sorte que ça va se compliquer. Parce que faut pas oublier, des fois, il y a le deuil d'un parent qui peut réactiver des choses qui sont passées beaucoup plus jeunes, une culpabilité par rapport à cette personne-là, ou l'inverse, une colère. Moi, les deuils pathologiques, j'ai vu souvent des patients qui avaient de l'ambivalence par rapport à la personne qui était décédée, qui avait eu de la colère, qui avait eu des fois de la maltraitance, puis qui ressentait, qui avait un ressentiment, puis qui acceptait pas, qui disait, ben là, elle est morte, puis ouais, mais c'est pas, tu sais, on a le droit d'être en colère aussi contre la personne qui est décédée. Fait qu'on peut, puis de cheminer là-dedans, de se donner aussi le droit d'être choqué. Puis dans les morts tragiques, mettons par suicide, moi j'ai eu des patients, mettons que leurs parents ou des membres de leur famille s'étaient suicidés, qui étaient très en colère, mais qui ne voulaient pas peut-être l'admettre, mais dire oui, je suis choquée après mon enfant, oui, je suis choquée après mon frère, ma soeur, parce qu'elle s'est suicidée. Tu sais. C'est comme si elle n'avait pas le droit de nous faire ça. Fait que des fois, il y a de la colère à libérer avant de refaire face à la tristesse puis de pouvoir pas passer à autre chose, mais de faire son deuil, d'être plus serein. Mm-hmm. On va prendre une courte pause et on revient avec Dr. Marie-Frédérique Allard. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Marie-Frédérique, ton travail t'amène en psychiatrie légale, t'amène à rencontrer des patients ou des clients, des gens accusés de crimes dans des conditions particulières. J'aurais aimé t'entendre sur la situation, par exemple, c'est plus souvent des conjoints là, qui vont tuer leur conjointe ou encore des parents qui tuent leurs enfants, là, des drames familiaux là, épouvantables. Comment les gens vivent... sont quand même dans un processus de deuil, j'imagine, ils sont responsables, sont accusés aux criminels. Ça se passe tout en même temps. Oui, ça devient extrêmement compliqué. Puis, j'ai accompagné 3 femmes qui ont été hospitalisées quand même au fil des années là, dans mon unité pendant plusieurs mois, sinon presque 1 an ou 2, qui ont tué leur enfant. Fait que première des choses, c'est très confrontant, moi, comme mère. Puis on peut pas ne pas s'identifier quand même. Il y a quand même un processus où on se dit, si ça m'est arrivé, comment je m'en sors? Fait que là, comme médecin, il faut garder une certaine distance, puis toute l'équipe aussi doit essayer de garder une distance, puis accompagner la personne qui a fait ça. Parce qu'on peut être mêlé, on peut se dire, la femme elle a tué son enfant, c'est épouvantable, mais elle vit le deuil d'avoir tué son enfant, surtout quand c'est dans le contexte d'une pathologie grave, puis là, tu reviens à la réalité. Puis là, tu dis, OK, je viens de tuer mon enfant. Puis, je vous dirais, le processus judiciaire complique le deuil parce que les 3 femmes que moi j'ai accompagnées sont retirées de leur milieu, se retrouvent à l'hôpital, ils ont des accusations, donc c'est un gros stress. Ils sont comme plus dans la réalité parce qu'ils sont à l'hôpital, fait qu'ils sont plus dans leur milieu. Fait que le déni peut perdurer pendant plusieurs semaines, surtout quand ils sont en psychose. Puis de dire, c'est-tu vraiment arrivé? Je suis pas juste un cauchemar. Fait que c'est un processus de deuil très long, très complexe, avec un risque suicidaire pour ces personnes-là qui est clairement augmenté. Là. Moi, les 3 femmes ont passé par ces étapes-là, puis s'en sortent, mais c'est très difficile. S'en sortent comment? S'en sortent... moi, je trouve que c'est des survivantes, là. De dire c'est moi qui ai causé la mort de mon enfant. Des fois, quand ça arrive dans un contexte de psychose, tu n'as pas choisi d'avoir une maladie là, puis de devenir psychotique. Là. Fait qu'une de mes patientes, elle l'a vu un peu comme c'est comme si j'avais eu un accident d'auto puis j'avais tué ma fille là, dans l'auto. Mais en fait, je pense qu'elle essayait de dire ça un peu pour s'aider, mais c'est un deuil qui va les suivre toute leur vie. Là. J'ai une de mes patientes, ça fait 18 ans que c'est arrivé, puis je la suis encore. Puis à chaque fois que c'est l'anniversaire de sa fille qui est décédée ou de l'anniversaire du geste, c'est une période qui est très difficile. Là. Est-ce qu'on s'en sort complètement? Certainement pas. Là. La personne qui va commettre ce geste-là en état de psychose, est-ce qu'elle va s'en souvenir? Ou... Oui, la plupart du temps s'en souviennent ou il va y avoir des flashbacks, mais je pense à une de mes patientes, elle s'en souvient très bien, là, capable de se rappeler de tout ce qui s'est passé. J'ai une patiente, elle, c'était dans un contexte dissociatif, fait qu'elle a une amnésie des gestes qu'elle a posés. Ce qui a peut-être aidé, parce qu'elle n'a pas eu de flashback après de cauchemar, parce que
quand on pose un geste, c'est un peu étonnant, là, mais c'est pas étonnant, mais des fois je l'explique à la cour, c'est quand on pose un geste agressif envers quelqu'un qu'on aime, on peut se traumatiser soi-même et se faire un état de stress post-traumatique ou un état de stress aigu. Fait que vous voyez que ça complique encore plus le deuil. Puis dans le contexte des drames intrafamiliaux, supposons un conjoint qui tue sa conjointe puis qui ont encore des enfants ensemble, ça dépend aussi dans quelle pathologie c'est arrivé, mais là, il y en a qui vivent une culpabilité aussi par rapport s'ils ont les enfants qui survivent, puis là, ils n'ont plus de contact avec les enfants. Fait que c'est un deuil de beaucoup, de plein de monde, de toute une vie, toute une famille. J'ai eu aussi un de mes patients qui avait tué son frère, puis qui avait essayé de tuer ses parents. Mais les parents, eux autres, ils se sont retrouvés, c'est un deuil, là. Ils perdent leurs 2 fils, parce qu'il y en a un qui est mort, puis l'autre qui est accusé de meurtre. Fait que les parents ont supporté leur fils qui avait tué son frère en disant « on peut pas perdre nos 2 enfants ». Puis qui voyaient bien que leur fils avait fait ça dans un contexte très particulier, là, qui allait pas bien. Fait que ça aussi, pour eux, c'est un deuil qui a été très compliqué, là. Puis qui ont décidé de s'investir auprès de leur fils survivant en disant, ben, on va essayer de l'aider à passer au travers du processus judiciaire. Fait que vous voyez la complexité des drames intrafamiliaux, là. C'est incroyable. Ouais. Mais on sort un peu du sujet, mais la femme qui tue ses enfants par rapport au mari qui, lui, tue sa femme et ses enfants, est-ce que c'est le même mécanisme qui est derrière ça? J'aurais tendance à penser que l'homme, il y a de la haine, de la jalousie, peut-être moins de maladies mentales sous-jacentes. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Non, tu ne te trompes pas. C'est pas les mêmes mécanismes. C'est pas pour les mêmes raisons que les femmes vont tuer leur enfant. Il y a de la psychose, surtout en postpartum. Il y a la dépression, on appelle ça, des fois, il y a un suicide élargi. T'sais, les femmes se sentent très souffrantes, puis on dit, si je meurs, ben mes enfants vont souffrir autant que moi. Fait qu'ils englobent les enfants dans leur souffrance. Puis ça peut être des fois de dépression psychotique ou non. Puis il y a moins de contexte de vengeance un peu, mais ça pourrait arriver là, mais c'est un peu plus la violence, mettons, de l'homme envers la femme et ses enfants, c'est souvent plus un contexte de rupture, de séparation. Il peut y avoir de la vengeance où tu n'auras pas les enfants ou de colère. Ça pourrait aussi de la maladie mentale, genre de la psychose, mais c'est moins fréquent. C'est des motifs différents. On a parlé beaucoup donc du deuil des enfants. Des petits cas particuliers, là, peut-être comme le deuil d'un animal, par exemple. Là. Oui. Toi, comme psychiatre, tu vois ça où? Là? Est-ce que c'est normal, anormal? Moi, je pense que c'est normal, le deuil d'un animal. Je pense que c'est normal d'avoir une période de deuil d'un animal. Puis je pense qu'il faut pas sous-estimer le deuil d'un animal. Moi, je vois plusieurs de mes patients qui ont des fois des difficultés à garder des contacts humains, des relations humaines soutenues, tout ça, qui sont plus isolés, puis que l'animal devient un compagnon important dans leur vie, la personne qui leur donne l'affection. Fait que quand leur animal décède, c'est très, très important. Puis, en tout cas, moi, j'en tiens compte. Je pense que c'est important. Puis, des fois, le deuil d'un animal va aussi raviver d'autres deuils. Des deuils d'humains, de personnes qu'on a aimées. Puis c'est surtout si ça arrive des fois dans des périodes rapprochées. Là. Des fois, je me dis, s'il y a des gens qui vivent un peu de la malchance, ça se peut pas que tout le monde meure en même temps ou ils ont un conjoint qui décède puis leur animal décède en même temps. Fait que ça, c'est comme 2 gros deuils à vivre. Fait que je pense que ça fait partie. Puis c'est drôle, cet été, on est allé en voyage. On tombe par hasard sur un cimetière pour animaux, qui est un superbe endroit, c'est vraiment là. Puis qui disait, qui a été entretenu là, c'était le fondateur, je pense quelqu'un qui était assez fortuné, qui avait. Puis c'était vraiment un bel endroit pour se recueillir. Il y avait des chiens, mettons des chiens guides, il y avait des chiens, des policiers, il y avait toutes sortes de petits animaux là qui étaient enterrés là. Puis je trouvais que ça démontrait un peu l'importance. C'était aux États-Unis là. Je pense que mais ça démontrait l'importance qu'ont nos animaux dans nos vies. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de ton mentor là, qui disait la citation, là, donc, mais la vision que j'avais, moi, des relations amoureuses ou des amitiés,
je vois ça un petit peu plus comme soit une marge de crédit ou une hypothèque. Là. Donc, pendant toute la relation qu'on a avec une personne, c'est comme si on empruntait de l'argent. Là, donc, le bonheur, on l'emprunte, cet argent. Donc, on emprunte, puis ça nous donne beaucoup de bonheur, mais on ne sait jamais quand il va falloir rembourser. Puis en général, on est toujours remboursé tout d'un coup. Oui. C'est comme ça que je vois ça un peu. Donc, c'est ça que donc l'intensité du bonheur que va nous susciter une relation va être proportionnelle à la peine qu'on va avoir. Oui. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens qui ont des animaux et qui n'ont pas de conjoint, par exemple, ou pas d'enfant, vont vivre un deuil plus marqué. Oui, ça va être parce que il va être très investi. Ils vont s'investir plus dans cet animal-là. Tout à fait. Mais ce que tu dis, ça me fait penser à Khalil Gibran, qui a décrit exactement ce que tu dis. Là, quand plus grande est la joie, ben, plus grande va être la peine aussi. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on voit des gens, peut-être aussi, moi je pense, qui ne s'investissent pas beaucoup dans les relations humaines. Un mécanisme de défense, peut-être, pour éviter la peine. Parce que si on a moins de joie, on a moins de peine. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Dis-moi, peut-être on approche de la fin. Là. Donc, on a entamé la discussion en parlant de la reine. Donc, on revient. On va finir à la reine. Le deuil national, là, comment penser? Là, moi, la reine est morte, je trouvais que c'était triste, mais en même temps, je me dis, elle a bien vécu, là, mais des gens qui vont pleurer lors du décès d'une personnalité publique ou qui vont se déplacer. Oui, pour se faire. Il y a des gens qui ont pris l'avion, là, pour se rendre, aller juste pour voir passer le cortège funèbre de la reine Elisabeth. Comment tu interprètes ça? Ben, moi, je pense que, mettons, si on prend l'exemple de la reine, elle a représenté beaucoup pour les Anglais, là, bon, ça peut être par rapport à ce qu'elle a fait. Je pense que l'image qu'elle représentait aussi, je pense qu'il y a des gens qui avaient peut-être de la peine, il y en a qui sont allés par curiosité. Mais puis on a vu l'ampleur de ce deuil national-là et de toute l'ampleur de la cérémonie qui avait été même préparée et pratiquée depuis des années. Souvent, quand j'ai su ça, j'ai été très étonnée qu'ils pratiquaient les funérailles de la reine depuis des années. Ben oui, puis préparés pareil. Mais je pense que c'est souvent ce que ça représente, parce que les gens ne la connaissaient pas personnellement, mais elle était dans leur vie depuis tellement d'années. Puis elle a représenté, elle a passé au travers, on connaissait plein de choses de sa vie aussi. Parce que quand c'est des personnalités connues, on finit par connaître des fois leur vie, puis de s'associer, puis de s'imaginer, puis d'avoir l'impression que c'est des gens qui nous sont familiers. Oui. Donc, on peut avoir de la peine pour leur décès. Là. Pourrais-tu imaginer quelqu'un qui vit un deuil compliqué dans un contexte comme ça? Je pense que je trouverais ça serait pathologique. Oui, je veux dire, si j'ai quelqu'un qui m'arrive puis qui me dit je fais une dépression majeure parce que la reine est morte au Québec. Bon, peut-être en Angleterre, je ne sais pas comment les psychiatres géraient ça. Ici, je me dirais OK, c'est peut-être on va aller voir ce qu'il y a en dessous de ça. Là. Peut-être que la reine a probablement ravivé d'autres choses. Ouais. Probablement. Hein. Oui. Très intéressant. Écoute, Marie-Frédérique, donc ça complète encore une fois un entretien fort intéressant en attendant le prochain. Donc, tu es la troisième, c'est ta troisième présence, donc une troisième section Baguette Magique, toujours intéressant. Baguette Magique, donc, à laquelle tu t'es préparé. Donc, je te revends cette baguette-là pour une troisième fois, puis je te laisse changer une chose dans le système de santé. Je ne sais pas si tu vas faire les mêmes choix. Toujours. C'est parce que ça ne s'est pas réglé depuis qu'on s'est vu. L'accessibilité n'est pas mieux depuis la dernière fois. Je reste avec mon accessibilité. Puis je vous dirais que c'est quelque chose qu'on essaye de défendre. C'est un membre de la MPQ, puis avec tout ce qui se passe aussi récemment, le décès d'une jeune femme, ça revient, puis ça va revenir périodiquement parce qu'il faut qu'on s'attaque à ce problème-là. Ouais. Excellent. Puis, comme troisième rencontre spéciale, les deux premières fois, tu m'avais dit Agatha Christie, Sigmund Freud. Aujourd'hui, ton choix? Ben, c'est quelqu'un d'un peu plus contemporain, en fait. Okay. C'est drôle. Il y avait un article sur lui dans la presse ce matin, puis je vous invite à le lire. C'est un jeune homme qui s'appelle Hakim Lebeau, qui est un travailleur humanitaire dans les conflits armés. J'avais déjà entendu parler de lui, vu un article, puis là, ce matin, il en reparle.
je trouve ça vraiment intéressant que quelqu'un s'investisse puis essaie d'aller d'aller travailler dans ce domaine-là puis essayer de voir comment on peut gérer les conflits, gérer pour des gens les peuples qui vivent des drames avec l'Ukraine, mais partout dans le monde. Il y en a partout, là. Fait que ça serait une personne que j'aimerais vraiment rencontrer. Hakim Lebeau. Lebeau. C'est noté. Excellent. Donc, une dernière pensée peut-être avant de nous laisser puis d'aller vaquer à tes activités? Oui, j'aimerais revenir avec ma petite phrase « Chaque choix implique un deuil Okay. Dans le sens qu'à chaque fois qu'on fait des choix dans la vie, on ne peut pas vivre l'autre direction qu'on aurait pu prendre. Puis que je pense que ça fait partie de la vie. T'sais. Puis j'aimerais aussi vous laisser dire aussi si vous avez des gens que vous aimez puis que vous êtes en conflit puis que peut-être que vous aimeriez régler ces conflits-là, je pense que ça vaut la peine de le faire de notre vivant et non pas d'attendre que la personne décède. Donc, des fois, de faire les premiers pas, ça peut être difficile, mais ça peut vraiment valoir la peine de tenter de régler nos conflits avec nos proches. C'est une belle façon de conclure. Donc, je te remercie énormément. C'est bien plaisir. C'est toujours très agréable. Au plaisir d'une prochaine rencontre. À bientôt. Merci. Bye. Bye.